Trump, un candidat tellement dingue que certains le croient fou. Dans Libération, en 2016. C'est notre invité qui a ressorti cette archive pour nous. Et ce soir, nous évoquerons avec lui le spectre d'un fascisme numérique. Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Nous recevons ce soir le professeur Bruno Coleman. Bonsoir Bruno Coleman. Bonsoir. Célèbre économiste belge qui nous revient avec un essai sur le spectre d'un fascisme numérique à la Donald Trump. Il met en lumière l'alliance entre Donald Trump et les géants technologiques, créant une emprise sur les consciences amplifiées par les algorithmes et la manipulation de la vérité. Le membre de l'Académie royale de Belgique dit ne pas avoir pris de vacances pour terminer cet essai. C'est vrai Bruno Coleman? Ah oui, c'est vrai. Et êtes-vous en désamour? Parce que je vais replacer un petit peu votre vie là maintenant. Vous connaissez très bien les États-Unis, vous y avez des liens familiaux, votre grand-mère est née à Chicago, vous y avez étudié, vous avez connu le Midwest profond, dites-vous, vous avez siégé aussi à la bourse de New York, vous avez été témoin du krach de 2008. Donc vous l'aimez ce pays, mais aujourd'hui peut-être, un peu comme dans une relation où tout ce qu'on a aimé nous irrite au bout d'un moment. En êtes-vous à cet état-là? Non, on n'est jamais autant déçu que parce qu'on a aimé intensément. J'ai toujours considéré que les États-Unis étaient ma seconde patrie et que comme un javelot planté dans le sol et qui vibrait, chaque fois que j'y retournais, je sentais des ondes telluriques qui m'animaient. Mais en quittant Harvard au mois de février, après une formation académique, je me suis dit, en rentrant dans l'avion, que je n'y reviendrai plus. Parce que j'avais senti vraiment de manière très intense cette rupture sociétale qui était en formation et qui maintenant déploie toute sa force avec une vigueur et des phénomènes totalement inattendus. Et donc j'ai voulu consacrer mes vacances à exorciser cette perception, ces intuitions, dans un livre. Alors vous n'y retournerez plus parce que vous n'avez plus envie? Bon, là aujourd'hui avec ce livre-là, c'est clair que il serait même risqué d'y retourner en quelque sorte. Mais je ne pourrais plus y retourner. Je pense que si j'y retourne, je serai déporté rapidement. Ce n'est pas grave, parce que ma main n'a pas tremblé quand j'ai écrit ce livre. Un livre de conviction, ça s'écrit avec force et surtout avec caractère. Et ce n'est pas grave. Mais l'important, c'est de diffuser une perception que j'ai pu appréhender de l'intérieur des États-Unis, en projetant les États-Unis dans un nouveau régime qui est pour nous incompréhensible parce que nous croyons très proches des États-Unis, des Américains, on les considère comme de lointains cousins. C'est fini tout ça, c'est fini. Le libérateur de 17 ou de 44, c'était il y a longtemps. Un autre monde, un autre régime politique s'impose aux États-Unis et ça va bien sûr, et j'en parle dans mon livre, avoir des conséquences sur nos régimes politiques parce que par capillarité, certains vont s'emparer de la terminologie et des postures de Trump. On le voit déjà, tout va très vite. Aujourd'hui, on le voit déjà chez nous. Vous dites que la mythologie hollywoodienne, cinématographique nous a influencés aussi sur cette méconnaissance des États-Unis. Pourquoi est-ce qu'en Europe, on a une mauvaise vision? Et vous l'expliquez bien dans votre livre, elle est presque idéologique et fondamentale en fait. Oui, je crois que pour bien comprendre les choses, il faut se rappeler que les États-Unis ont été peuplés par des protestants d'essence calviniste et aussi par des francs-maçons déistes et qu'en fait ce sont des gens qui sont inductifs, c'est-à-dire qu'en fait la façon d'aborder un problème aux États-Unis est basée sur l'expérimentation permanente et sur le besoin de se dépasser un peu plus chaque jour. C'est pour ça que l'échec d'aujourd'hui est remplacé par le succès de demain et le succès de demain par le super succès d'après-demain. Nous sommes des gens qui sont déductifs. L'histoire et l'empreinte catholique a fait de nous des êtres qui ont besoin de références et c'est par rapport à ces référentiels qu'on agit, qu'on réagit. Donc ces deux visions sont complètement antinomiques et on essaye de ramener les États-Unis à des principes, à des invariants historiques qui sont les nôtres, alors qu'en réalité le bouillonnement intellectuel, mais dans tous les domaines, que ce soit sociologique ou économique, est complètement différent. La cyclicité du monde est différente là-bas. Et puis aussi ce calvinisme, dites-vous, qui fait que c'est Dieu qui a tracé notre chemin et qu'on doit tout faire pour y arriver et que la réussite, l'argent, y participe. Ici pas, on est un peu frileux, on a peur de... D'ailleurs, c'est saint Thomas d'Aquin, vous dites, on est thomiste, nous. On ne peut pas être si riche que cela. En tout cas, c'est un peu plus honteux. Oui, Thomas d'Aquin disait le commerçant ne peut pas plaire à Dieu. Dieu, sous sa forme civile, est partout aux États-Unis. Il est sur les billets de banque, il est lors de la prestation de serment d'un président. Il y a une influence très très forte des évangélistes, mais donc l'empreinte est calviniste. Et dans le calvinisme, il y a cette vague notion de prédestination qui part de l'idée qu'on doit avoir confiance en le chemin que Dieu a tracé pour chaque humain et qu'on doit trouver ce chemin et que l'enrichissement est en fait un signe d'élection, un signe d'avoir trouvé le chemin. Mais une fois qu'on a trouvé le chemin,
et qu'on n'a pas terminé sa vie, on doit trouver le reste du chemin en devenant encore plus riche. Et donc, il y a un attrait pour l'enrichissement, mais l'enrichissement qui réinvestit dans l'économie, tandis que nous, quand on devient riche, de manière un peu triviale, on met l'argent de côté, c'est-à-dire on se sécurise par de l'épargne. Eux se remettent à risque en permanence. Oui, d'ailleurs, ils ne peuvent même pas. L'épargne est très mal vue aussi. L'épargne improductive est très très mal vue, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est montrer qu'on est gagnant et qu'on a pris des risques à chaque moment. Donc on le voit effectivement, on ne connaît absolument pas ce cousin idéalisé par Hollywood. Il y a aussi d'autres figures qui grâce à vous, nous permettent de mieux comprendre Donald Trump. Et beaucoup disaient lors de son premier mandat, mais il est fou, il ne durera pas, c'est un clown, c'est un pitre. Pas du tout. Tout est très bien calculé. On le voit là maintenant avec ce deuxième mandat où il accélère les choses. On ne peut plus dire, mais quand il partira, ce sera fini. Non, le Trumpisme va forcément résister continuer après Donald Trump. Oui, le Trumpisme a commencé en 2016. Il s'est renforcé en 2024. Il va durer une vingtaine d'années. Je pense qu'un de ses fils va lui succéder. C'est long, sa vingtaine d'années. Oui, parce que son fils Eric est pressenti. Mais les penseurs américains préconise aujourd'hui l'anti-lumière, le dark enlightenment, c'est-à-dire en fait le renoncement à la démocratie, le renoncement au cogito ergo sum. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a deux éléments. On a d'abord le culte de l'homme fort avec tous les attributs du fascisme. Finalement, le passé mythique exalté, la censure des médias, la négation de la science, la contre-vérité qui devient vérité elle-même. Et puis on a surtout, et ça il faut en prendre la mesure, un alignement de cet attribut politique avec la technologie. Et certains penseurs, ils ont pignon sur rue, ils sont très fort écoutés d'ailleurs, qui veulent un changement anthropologique de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils partent de l'idée que la machine va dominer l'homme, qu'en dessous de la machine, il y aura quelques élus et puis des millions de bipèdes qui vont grouiller dans un monde au sein duquel ils n'ont absolument aucune utilité. Donc, ce qui se passe devant nous est absolument massif parce qu'aucun régime totalitaire n'a pu avoir le support de personnes qui, grâce à des machines, rentrent dans les consciences des individus. Et donc, chaque humain aux États-Unis commence à devenir une cellule isolée qui agit, qui pense au gré des fluences qui lui sont imposées. Et donc, il y aura un alignement sournois et sans doute une soumission à Trump au fur et à mesure que les prochains mois vont s'écouler. Il y a déjà des exemples, dites-vous, de cette utilisation de l'intelligence artificielle. En fait, Trump et les GAFAM s'entendent bien, évidemment. Les uns peuvent faire ce qu'ils veulent si le politique leur permet. Et le politique, lui, utilise toutes ces technologies pour aller plus loin dans son fascisme, comme vous dites. Et alors, vous nous faites peur. Vous dites qu'il y a déjà des pillages de données numériques des citoyens, notamment. Bien sûr, mais la plupart des Américains maintenant, d'abord, n'osent plus parler, n'osent plus échanger sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils se savent épiés. Quand un Américain veut parler de manière violente de Trump, il éteint son portable et parfois le met dans une autre pièce. Et en fait, nous avons peur d'être refoulés quand on va aux États-Unis, mais ce seront les Américains qui s'opposent à Trump, qui s'opposent à Israël ou qui sont pro-Hamas, qui seront privés de passeport. Et comment est-ce qu'on peut savoir que quelqu'un a émis des propos anti-Trump, simplement parce que le pistage des réseaux sociaux sera autorisé. Et d'ailleurs, Elon Musk, dans les premiers mois de la présidence de Trump, a fait une razzia sur quasiment toutes les données financières des Américains, y compris le montant de leur salaire, des allocations, etc. Ce qui veut dire qu'en fait, ces données sont une mine d'or pour les patrons de la tech qui veulent pouvoir l'exploiter afin de circonscrire chaque individu. L'idée, en fait, c'est de fragmenter, de fracturer ce pays, un peu comme un marché boursier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'économie de marché. Ça ramène à la finance de marché, comme un cours de bourse qui est éphémère, qui est en fait isolé, qui n'a d'existence que sa propre formation. Et donc, ils veulent en fait une société micro-fracturée pour pouvoir la recomposer selon des impulsions politiques qui sont données par Trump au travers des outils technologiques. Donc, c'est extrêmement grave ce qui se passe là-bas. C'est ça la force de votre livre. Et la force de Donald Trump, en quelque sorte, c'est de pouvoir allier l'idéologie avec la technologie et avec la haine des uns des autres, effectivement, diviser pour mieux régner. Parce que on se dit depuis quelques années, effectivement, on a l'impression que les Américains ne se comprennent plus, ne regardent plus les mêmes programmes entre Fox News et d'autres. Ils n'ont même plus aucun lien les uns aux autres. Ça, c'est tout à fait calculé, évidemment, par Donald Trump. Mais c'est calculé, et d'ailleurs, il y a un indice qui ne trompe pas, ce sont les mariages entre républicains et démocrates. Dans les années 70, le pourcentage était de 30%, ce qui est déjà en fait
très peu élevé. Finalement, Oui. l'attribut politique est important. Aujourd'hui, c'est tombé à 3%, c'est-à-dire, et à mon avis bientôt à 0%, c'est-à-dire que la société est complètement polarisée. Et en fait, toute la trame de cette polarisation, c'est que autant dans le passé, les Américains exportaient leur violence interne par des guerres lointaines, que ce soit la Libye, Oui, ça vous l'Irak. le dites aussi, 250 années de démocratie sans heurts, sans guerre, C'est impossible. C'est impossible. C'est En fait, impossible. c'était La Belgique rarissime. aura vécu 2 siècles Mais nous, sans... on le voyait d'ici en se disant, c'est un magnifique pays démocratique. Oui. Quel plaisir, Mais quel bonheur. c'est toujours un pays démocratique, mais c'est un pays qui s'est expurgé de sa violence interne par des guerres à l'extérieur. Et donc l'important, c'est d'avoir un ennemi extérieur qui est nommé, c'est-à-dire c'est Oussama Ben Laden, c'est Saddam Hussein. Ce que Trump fait en abandonnant ces guerres, c'est en fait de réinternaliser la violence à l'intérieur du pays. Et en fait, pour placer les choses dans un contexte plus large, les Américains n'ont jamais eu de politique extérieure, mais ils ont simplement exporté leur politique intérieure. Aujourd'hui, ils réimportent cette violence, et donc on désigne l'ennemi de l'intérieur. C'est l'Antifa, etc., etc. Et le décès de la sénatrice Kirk, d'ailleurs, a déclenché un moment que j'appelle reichstagien, parce que ça ramène au Reichstag, c'est-à-dire un événement qui est fractal dans l'histoire. Et Elon Musk a tout de suite dit, nous devons nous battre, ou bien ils vont nous tuer. Mais qui est quoi? C'est le voisin. Et donc, on peut s'attendre à un monde C'est le populisme, fracturé. ça. C'est toujours eux contre nous. Ça va jusqu'à la délation, ça va jusqu'à la fracture interne. Et si on me disait aujourd'hui qu'il pourrait y avoir, dans 4 ou 5 ans, sous une présidence ou un environnement trumpien, des camps, je pèse mes mots, des camps de concentration ou d'internement pour personnes déviantes ou antifa ou que sais-je, eh bien, je ne serais pas étonné. D'ailleurs, et pour vous montrer le danger de ce genre de langage, un parti politique francophone, maintenant, s'est approprié le mot aussi antifa, c'est pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs, pour dire que ce sont des gens qu'il faut vraiment éliminer. Donc, c'est ce qui se passe, en fait, on veut démanteler les associations ici aussi. Oui. On fracture une société de l'intérieur, et ça n'ira pas jusqu'à la guerre civile. J'allais dire, alors, la crainte, c'est quand même, et le danger, la guerre civile, ça, Donald Trump n'en veut pas. Mais non, en fait, puisqu'il organise tout pour mettre sous silence les opposants. Voilà. Grâce à la technologie. Grâce à la technologie. Il y aura d'abord une période d'hébétude, et puis il y aura une période de soumission. On y est là dans l'hébétude. Voilà, une période de soumission. Et puis peut-être, comme dans des régimes totalitaires, pour sauver sa peau, une période d'adhésion. C'est-à-dire que les gens isolés, tout à fait fracturés, dissociés les uns des autres et en plus surveillés par les réseaux sociaux, vont se dire finalement autant garder ma vie bourgeoise plutôt que de me battre politiquement. Alors ceux qui le voudront partiront aussi. On le voit déjà, la fuite de certains cerveaux, en tout cas de chercheurs américains, vers d'autres continents pour continuer leur travail, notamment en sciences sociales, puisque le wokisme dans les universités n'est même plus un mot à dire. Mais il est possible dès lors d'encore se révolter. Il est possible aux Américains, aux démocrates de se révolter. Vous avez l'air de dire que non, puisque c'est compliqué, personne ne s'organise ou ne peut s'organiser. Il y a des manifestations sporadiques dans certains pays. Il y a des personnes qui s'opposent au fait qu'on prend des migrants, parfois établis depuis très longtemps aux États-Unis, qu'on les jette dans des avions, ou en tout cas hors des frontières. Mais le Parti démocrate n'existe plus. Le Parti démocrate, en fait, a été tué par Joe Biden. Kamala Harris n'a rien trouvé de plus intelligent que de critiquer Biden dans un livre qu'elle vient de faire paraître maintenant. Et donc, il y a simplement le gouverneur de Californie, qui est une personnalité démocrate, mais qui est-il par rapport à une marée républicaine? Et il faut se rappeler quand même que la moitié des républicains, donc le quart des Américains, croient encore que l'élection de 2020 a été volée à Trump, qu'il l'aurait mérité. Et donc, Trump va installer maintenant une dynastie. Cette dynastie va continuer à éteindre toutes les lumières de la contestation, parce que quand il parle de Trump 2028, c'est peut-être pas lui, mais c'est son fils probablement. Donc, on est dans un changement de régime politique tellement profond que c'est contraire à l'esprit de la Constitution américaine, qui avait été façonnée à manière telle que les Américains ne voulaient ni monarchie, ni empire, ni pouvoir dynastique. On y est maintenant. Vous venez de parler effectivement de cette contre-vérité des élections volées qu'un quart des Américains croient vraies. On parlait beaucoup de post-vérité, on est carrément dans la post-réalité là. C'est float the zone with shit, comme disait Bannon. C'est-à-dire qu'il n'y a même presque plus moyen, il n'y aura plus dans quelques mois ou quelques années moyen de connaître la réalité, la vérité et la réalité. Mais il y a plus de réalité. Les Américains sont déjà par essence amnésiques.
Amnésique parce que quand on devient américain, quelle que soit l'origine raciale, ethnique ou religieuse, l'ancêtre commun, c'est George Washington. Et un Américain coupe les liens avec ses traces d'ADN, finalement. Il devient américain à part entière. Et donc, dans cet état d'esprit qui est complètement amnésique, on peut réinventer à tout moment le passé. Et en fait, Trump n'écrit pas le futur, il réécrit le passé. Ce qui est typique d'ailleurs des manipulations de masse. Hein. On exalte un passé mythique qui n'a jamais existé. Et ça rappelle une phrase qu'aurait dit d'ailleurs Khrouchtchev dans son voyage aux États-Unis à Nixon quand il était vice-président. Il a dit il faut faire croire aux gens qu'il y a une rivière imaginaire et construire au-dessus de cette rivière imaginaire un pont imaginaire. Et bien c'est ce que Trump est en train de faire. Bon, en France, avec Zemmour, qui idéalise une France qui n'a jamais existé. Ce qui est intéressant aussi dans votre ouvrage et éclairant, c'est que vous parlez des prédécesseurs qui ont influencé Donald Trump. On a déjà parlé, souvent on a entendu Pat Buchanan, le Tea Party et la création de Fox News, mais il y en a un qui m'a étonné, dont je n'avais jamais entendu parler, James Polk, qui parlait d'une destinée manifeste. Et Trump est à ce point fan de ce James Polk, et vous allez nous dire qui il est, que pour avoir sa photo depuis son investiture dans le bureau ovale. Oui, il y a deux personnes qui ont été importantes. Il y a eu Polk, qui est un président du 19e. Il y a eu McKinley, qui n'a pas terminé son mandat. Il a été assassiné, et c'est Theodore Roosevelt qui lui a succédé. Et en fait, ces deux personnages ont d'abord été expansionnistes sous l'angle géographique, et Polk, effectivement, a sublimé ce qu'on appelle la destinée manifeste. Donc, les États-Unis sont investis d'une mission biblique, d'une destinée. Et d'ailleurs, c'était renforcé par un troisième président, Woodrow Wilson, qui était le président américain pendant la Première Guerre mondiale, qui avait dit, qui était d'ailleurs lui-même un fils de pasteur presbytérien, qui avait dit « Les États-Unis sont la terre promise par Dieu » aux hommes, et femmes bien sûr, qui la méritent. Et donc, il y a cette idée de suprématie américaine par rapport au reste du monde. Alors, comme les Américains ne sont pas plus purs que les autres, l'important, c'est de mettre le reste du monde dans un état de chaos qui permet de singulariser la pureté américaine par rapport à ce chaos. Donc, lancer des guerres aux États-Unis est une façon de renforcer la pureté de la mission américaine, de cette fameuse destinée manifeste, qui est à la base du mouvement MAGA, finalement, Make America Great Again. Il y a 3-4 présidents qui ont utilisé on va dire un postulat du même type, mais donc ça part de l'idée qu'il y a une suprématie américaine. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Trump a utilisé la notion d'ADN pour faire la part entre les bons et les mauvais Américains. Je donne 2 exemples. Il a dit pendant sa campagne qu'il y avait des Haïtiens, des immigrants haïtiens qui mangeaient des chats dans l'Ohio. Tout à fait. C'est vrai ou pas, j'en sais rien, sans doute pas. Mais donc, il a parlé de mauvais gènes. C'est-à-dire que l'Amérique était en fait infectée par de mauvais gènes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire fondamentalement des gènes qui pourraient féconder des femmes américaines. Ce qui est assez paradoxal parce que Trump est en même temps anti-avortement. Et d'autre part, il y a eu une intervention très 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 marquante au sujet de Kamala Harris. À un moment, il était interrogé sur le fait... Donc, Kamala Harris prend le relais de Biden comme étant sa concurrente. Et on demande... Trump dit soudainement, mais est-ce qu'elle est noire ou est-ce qu'elle est indienne ? Elle dit, les deux sont bons pour moi, mais il faut savoir. Donc, en fait, l'ADN est important. Oui, et en fait, question aussi sur Obama, à l'époque où on avait douté est-il vraiment américain ? Et donc, il y a cette idée de la pureté raciale. Et d'ailleurs, quand on voit Trump et tous ses acolytes, il n'y a pas un seul noir. Il y a le visage des femmes Mar-a-Lago, c'est-à-dire la même coupe de femmes blondes, botoxées et on va dire auscultées. Et donc, finalement, il y a un prototype, j'ose utiliser le mot, quasiment de suprématie aryenne qui est en train de se développer aux États-Unis. Et puis alors, ce Polk qui a d'ailleurs doublé la superficie des Absolument. États-Unis en seulement 4 ans, et puis qui s'est retiré en disant « j'avais promis de faire ce que j'avais à faire, maintenant je me retire ». Il en est mort quelques mois après. D'ailleurs, oui, il a tout donné. On comprend mieux pourquoi Donald Trump veut le Groenland, le Canada, toute l'Amérique du Nord. En fait, c'est à lui. C'est au peuple américain. Il y a 2 raisons. D'abord, il y a la nécessité d'avoir des ressources naturelles plus importantes dans un cadre de rétrécissement de la planète. Mais il faut aller plus loin. Le Canada, ce sera peut-être compliqué, mais le Groenland. Le Groenland est un pays dans lequel il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent, 56 000 personnes. Ils sont en train d'ailleurs de rentrer progressivement au Groenland. Je pense que l'invasion du Groenland, alors de nouveau, on va dire que je suis fou dans ces propos, mais je ne crois pas l'être. Vous reviendrez quand l'invasion du Groenland pourrait être envisagée par les États-Unis. Et donc, les États-Unis pourraient être en état de guerre avec le Danemark, donc avec un pays européen. Donc des choses
impensables peuvent se passer. Vous savez, Jankélévitch avait dit il faut penser tout ce qu'il y a de pensable dans l'impensable. Oui. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi. Oui. Pour nous alerter, Oui. et vous le faites bien plus que ça. Vous dites aussi, puis voilà, parce que vous êtes quand même l'économiste de renom qu'on l'on connaît, 2008, c'est la grosse rupture, hein, c'est aussi un tournant pour vous. Vous y étiez d'ailleurs lors de ce krach, et vous dites, c'est vraiment la société se fragmentait à ce moment-là parce que la déception était énorme. Oui, il y a eu deux choses. D'abord, il y a eu les attentats en 2001 qui ont été un moment de vulnérabilité américaine qui leur a été intolérable. Oui. Et 2008, en fait, a eu un impact très très profond et peut-être moins profond que je ne l'imagine parce que je l'ai vécu avec ma propre conscience, mais qui est sans doute comparable à la chute des cours de bourse qu'il y a eu en 29. Et on sait que l'Amérique a perdu confiance en elle. Les cours de bourse, contrairement à 29, ont remonté largement, donc c'était une montée boursière absolument stupéfiante, mais il y a eu une perception de fragilité. Et d'ailleurs, puisque vous parlez d'économie, je pense qu'une des choses qu'on n'a pas encore vues, mais qu'on observera certainement avant la fin du mandat de Trump, c'est un choc sur le dollar. C'est-à-dire que Trump veut maintenant politiser complètement la monnaie, le dollar, qui est le fluide monétaire du monde, qu'on le veuille ou non. Et si le dollar est politisé, manipulé, ça peut conduire à des chocs financiers, ça peut conduire à des défauts d'État, ça peut conduire à des chocs systémiques. D'ailleurs, toutes ces idées de nouvelles monnaies, de stablecoins, etc., sont en fait les appendices d'un plan sans doute plus grand qui consiste à diluer de manière autoritaire la dette publique américaine dans le reste du monde pour assurer la prospérité des États-Unis, bien sûr au détriment des autres pays. Comment va l'économie américaine justement aujourd'hui ? Est-ce qu'elle va si mal que ça ou pas ? Non, l'économie ne va pas mal. L'inflation reste un peu élevée, mais c'est tout à fait acceptable par rapport à des normes historiques. La dette publique n'est plus sous contrôle, mais son importance la rend quasiment incontournable comme placement. La bourse américaine est très bonne, donc ça va plutôt bien. Mais de toute façon, même si ça ne va pas, on ne le saura plus. Puisque maintenant, Trump remplace les responsables des statistiques américaines. Ah oui, donc nous ne serons plus informés de rien. On est un peu comme en Chine il y a 30 ans, où il fallait compter le nombre de bateaux qui arrivent dans les ports pour avoir une estimation de la croissance du produit intérieur brut, parce que les chiffres chinois n'étaient pas corrects. D'autres données qu'ils ne nous donneront plus non plus, puisque Donald Trump met en place tout un système qui ne permet plus même les mesures, c'est pour le climat. Il a fait une annonce terrible à l'ONU ces derniers jours sur le réchauffement climatique, qui serait une foutaise depuis le début. C'est effrayant ça, Bruno Coleman. Mais c'est effrayant parce que le 7e marqueur d'épuisement de la nature, c'est-à-dire l'acidité des mers, a été atteint. Très récemment. Et donc, la négation de cette fin du monde semble entraîner une accélération du consumérisme, comme si on voulait conjurer par l'enrichissement et le fait de tirer profit de la nature la réalité existentielle de la planète. Et j'avais depuis très longtemps eu cette intuition que plus on se rapprocherait de la fin d'une certaine planète, plus les guerres ou les menaces de guerre enfleraient, et plus on entrerait dans une orgie de consumérisme pour conjurer cette finitude des choses. Donc c'est un peu effrayant. C'est exactement le chemin que Trump est en train de nous montrer, c'est-à-dire nier les réalités, nier en fait la nature, l'humain, la fécondité de la nature, et profiter tant que faire se peut à l'aune de sa propre existence. Et de plus étudier la nature ni l'écologie, évidemment. Non, c'est fini, mais de toute façon les sciences maintenant vont commencer à être bannies aux États-Unis. C'est typique des régimes... Mais on en a besoin pourtant, nous. Nous en Europe, dans le monde occidental, toutes ces données-là, toutes ces mesures, nous en avons besoin, notamment sur le Gulf Stream et autres. On va devoir s'en passer, puisque même les instituts météorologiques maintenant sont sous le contrôle quasiment politique de la Maison-Blanche ou de personnes qui lui sont fidèles. Donc ça veut dire que oui, il y a un véritable déni de nature, et tout le multilatéralisme scientifique, dont les Américains étaient une des pièces importantes, est en train d'être démantelé par les États-Unis. Finalement, de nouveau, on peut faire une référence avec les années 30. En 1935, en Allemagne, il y a eu les grands autodafés. Il y a les mots qu'on ne pouvait pas prononcer. C'est déjà le cas dans de nombreuses universités. Les professeurs d'universités américains sont dans une tétanie complète, parce que la moindre référence qui serait contraire à l'ordre que Trump est en train d'établir peut les conduire à devoir quitter leurs universités. Qu'espèrent-ils, eux, le profit immédiat, j'imagine, après nous les mouches, comme on dirait vulgairement, et puis de toute façon l'homme augmenté, le transhumanisme, donc eux se disent que de toute façon si la planète n'est plus viable pour nous, c'est pas grave, puisque eux, les riches, pourront avoir un lieu plus sécurisé et être des hommes augmentés. Donc
Pourquoi préserver la planète, au fond? C'est ce qu'ils se disent. Ils disent que finalement, voilà, le monde est trop peuplé. D'ailleurs, quand on demande à des Yavin Curtis ou des Peter Thiel qu'est-ce qu'ils pensent de l'humanité, leur réponse est très évasive. Tous ces gens ont des propriétés en Nouvelle-Zélande, parce que statistiquement, ce serait l'endroit qui serait le moins touché par une explosion, une guerre nucléaire et des problèmes climatiques. Ils ont des avions remplis de kérosène prêts à décoller s'il le faut. Et donc, ils considèrent qu'il y a certains élus qui sont enrichis grâce à la technologie qui vont dominer l'humanité. Et vous savez, il y a un film qui avait très très bien appréhendé cette situation, c'est le film Elysium. En fait, où on voit une Terre en 2042, je pense, qui grouille de personnes mourant de faim, et puis une sorte de satellite avec des gens parfaits, des gens qui s'auto-guérissent avec des machines qui permettent de les rendre quasiment immortels. Et on voit, c'est un film d'aventure évidemment, c'est avec Brad Pitt, si ma mémoire est bonne, et on voit en fait ce monde dual, hors de la planète, pour des gens qui en fait utilisent simplement les bipèdes grouillants comme étant des femmes de ménage, ou en tout cas des usances ou des nuisances, on va dire. Donc cette dystopie, elle est proche de nous, elle est proche de la réalité, c'est dans une vingtaine d'années, pourquoi pas. Et enfin, pour terminer cette émission, ce grand frère, on le disait en début d'émission d'ailleurs, sur lequel on ne peut plus compter, pourquoi est-ce qu'il nous aime plus, ce grand frère? Là aussi, vous avez une bonne explication. Pourquoi est-ce que Trump et d'autres de son bord, de son rang, n'aiment pas l'Europe? C'est notre vieille culture qui les dérange à ce point Il n'y a plus personne qui nous aime. L'Afrique ne veut plus de nous parce qu'on les a colonisés. Oui. Les pays du BRICS, de la Chine, considèrent deux choses: qu'on les a colonisés économiquement, et qu'en plus nous avons fait de l'argent avec de l'argent, mais qu'on n'a plus travaillé, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Ce qui n'est pas faux. Et les Américains ne nous aiment plus parce qu'on est leur mauvaise conscience. Finalement, on est un peuple qui a traversé, de nombreux peuples, nous avons traversé 2000 ans d'histoire absolument épouvantable, qui a conduit à un certain équilibre sociétal, humaniste. On est passé par la Renaissance, par l'humanisme, par la Révolution française, par nous avons une histoire riche aussi. Une histoire riche et qui était, on a dû se libérer de l'Église. Enfin, c'était très compliqué, cette histoire européenne. Et les Américains sont une terre de gens, finalement, sans beaucoup de culture, une terre jeune, à l'aune de l'histoire, un peuple très jeune aussi, puisqu'on va fêter l'année prochaine les 250 ans de la déclaration d'indépendance. Et donc, on est le rappel des tourments qu'on a dû surmonter, et avec un certain succès. Et ça les rend fous, je pense, parce qu'ils veulent s'imposer eux-mêmes la suprématie de leur modèle, alors qu'on est le vieux modèle, mais qui a quand même réussi à traverser ces 2 millénaires. Et on pourrait encore l'être, sauf qu'eux sont en train de tenter de nous séparer, évidemment. J'imagine que Trump désirerait avoir des Hongries, des Italies, à profusion en Europe. C'est comme ça que l'Europe risque de flancher. Oui. Parce que l'euro nous tient ensemble, et autant l'euro était une monnaie sous-optimale, autant ça nous sauve maintenant. Mais il est clair que l'Union européenne, dans son homogénéité, n'est pas reconnue par Trump. Ursula von der Leyen n'est personne pour Trump. J.D. Vance l'a dit à Munich au mois de février: vous avez perdu le sens de la démocratie, c'est-à-dire de ce que nous considérons comme étant la démocratie, c'est-à-dire du populisme. Et il est clair que progressivement, certains pays vont s'affilier aux États-Unis, comme la Hongrie, comme l'Italie, c'est déjà le cas maintenant, au détriment de l'unité. Et quand on voit la France être complètement déclassée et l'Allemagne en proie à des difficultés économiques très importantes, on se rend compte que la période, on va dire, Seconde Guerre mondiale, qui a créé cet engouement pour le projet européen, risque d'être pulvérisée par les États-Unis. Et si nous n'y faisons pas attention, ils vont réussir. Bruno Coleman, vous êtes brillant, mais vous êtes très déprimant là. Il vous reste 50 secondes pour terminer cette émission sur une petite touche positive, s'il vous plaît. Mais je suis peut-être déprimant dans mes écrits, mais je crois être lucide. Moi, le conseil que je donne à tout le monde, c'est que devant ce monde qui est bizarre, il faut rester des érudits. Il faut apprendre, il faut développer ce que Bergson appelait une intuition éduquée. Il faut utiliser tous les moyens d'intelligence qu'on peut pour combattre la soumission aux événements. Nous sommes tous des acteurs en puissance, eh bien il faut l'être. Et le but de ce livre, qui m'engage personnellement, je n'ai pas eu la main qui a tremblé quand je l'ai écrit, c'est de m'engager dans une lucidité et surtout un message d'espoir qui constitue le dernier chapitre de l'ouvrage.
Merci Bruno Coleman d'avoir été ce soir avec nous. Merci beaucoup pour ce livre chez Anthemis. Bruno Coleman, Donald Trump, le spectre d'un fascisme numérique. Et on ne saura que trop vous le conseiller et vous demander de le lire, évidemment. Vous reviendrez l'année prochaine ou l'année suivante ou le plus tard possible pour voir si vous avez eu raison ou pas. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont choisi de nous écouter, d'avoir été là ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci à tous.